Merci de nous rejoindre sur CAM News 24 pour cette autre sortie d'International. Et comme il est de coutume, je reçois sur ce plateau Ghislain Cougan. Au plaisir. Il a pris le pouvoir en mai 2011 en promettant de reconstruire le pays après une élection déchirante qui avait attisé le cynisme des citoyens. Michel Martelly a quitté le pouvoir en Haïti après un mandat de 5 ans et sa courte liste de réalisations risque d'être assombrie par une autre crise politique. Mais avant, je vous propose de regarder ces manifestations de contestation perçues aujourd'hui comme les signes prémonitoires de la démission du président haïtien. Haïti, de nouveau fragilisé par l'instabilité politique. Le second tour de l'élection présidentielle qui devait avoir lieu ce dimanche a été annulé suite à de violentes manifestations. À l'issue du premier tour fin octobre, l'opposition avait dénoncé des fraudes et son candidat avait appelé à boycotter le scrutin. Pour ces manifestants, le président Michel Martelly doit démissionner sans plus attendre. Quant à son poulain, il n'est pas pour eux un candidat légitime. Le problème, dit cet homme, c'est que le gouvernement a voulu maintenir l'élection alors que les gens étaient contre. On ne peut pas avoir un seul candidat. Nous ne sommes pas d'accord avec la candidature de Jovenel Moïse et le président n'a rien fait. Il veut seulement que Jovenel Moïse lui succède. L'annulation du scrutin n'a pas apaisé la colère des opposants et à Port-au-Prince, des pneus et des voitures ont été incendiés et des vitrines brisées. D'après la Constitution, le président Martelly est censé passer la main au plus tard le 7 février, mais aucune date n'a pour l'heure été annoncée pour la tenue de nouvelles élections. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce départ dont on peut qualifier de précipité? Le départ est dû au fait que le président Martelly ne maîtrisait plus les rênes du pouvoir à Haïti depuis longtemps. On a vu très bien comment la contestation a pris de l'envergure avec notamment le report du second tour de l'élection présidentielle. Le problème, c'est que le président Martelly voulait automatiquement que l'on puisse organiser le second tour. Il s'agissait d'un enjeu crucial pour lui. Alors, il a été désavoué par l'opposition, par la société de manière générale. Et aujourd'hui, pour sortir un peu avec la tête haute, il a préféré démissionner. La démission, elle est bien évidemment anticipée. Vous savez très bien que le président avait martelé, c'est vrai qu'il s'appelle Martelly, à maintes reprises, qu'il allait automatiquement tout faire, tout mettre sur pied pour qu'on puisse aller au second tour de l'élection présidentielle. Il s'est buté notamment à une situation pratique sur le terrain qui ne lui était pas favorable. On ne pouvait pas, à Haïti, dans les circonstances difficiles, organiser une élection en second tour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Devant ce désaveu, le président a choisi la voie, peut-être de la sagesse, mais c'est surtout la voie qui s'y est. Il était indiqué qu'aujourd'hui, le président Martelly avait totalement perdu les rênes du pouvoir à Haïti. Le pays serait-il une nouvelle fois dans l'incertitude politique? Bien évidemment, quand un président démissionne, ça laisse un vide présidentiel aujourd'hui, parce qu'on sait, parce qu'il n'a pas transmis, si on le veut, la courroie, le drapeau, si on veut. Et c'est évidemment le président de l'Assemblée nationale qui va prendre le pouvoir et le Premier ministre gère les affaires courantes. Le temps que l'on puisse organiser une nouvelle élection présidentielle pour avoir un président, on parle de 120 jours, voire 4 mois. Il va être difficile en 4 mois d'organiser une élection présidentielle aujourd'hui dans ce pays. Dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, avec la crise qui chaque jour le fait gagner en intensité. C'est vrai qu'on aurait cru qu'avec le report du second tour, la manifestation, les opposants, la société civile aura un peu baissé d'un ton. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faut une transformation profonde de la société haïtienne pour qu'on puisse arriver à une issue favorable. De manière triviale, on va donc dire que Haïti, un pays sans président. Mais entre-temps, un séjour à la tête de l'un des pays les plus pauvres et inégalitaires de la planète. Pour quel bilan? Je pense que le bilan du président Martelly ne peut pas être dressé ici sans tenir compte des circonstances dans lesquelles est-ce qu'il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir de manière difficile aussi, dans un pays qui a un contexte difficile, avec l'opposition qui ne lui facilite pas la tâche, c'est normal, avec une crise aussi sociale qui est installée, économique d'ailleurs. Haïti, vous l'avez souligné, est un pays très pauvre qui bénéficie des fonds des ONG des États-Unis. Donc c'est un pays qui n'est pas stable, qui est un État, en fait, un failed state, si vous voulez, un État qui a échoué parce qu'il n'y a pas un véritable système politique qui marche à Haïti. Donc le bilan, il est mitigé, si vous voulez. Beaucoup diront que le bilan, il est négatif, mais il faut tenir compte automatiquement et bien évidemment du contexte dans lequel le président prend le pouvoir parce qu'il n'avait pas suffisamment, au regard de la crise qui prévalait, notamment à Haïti, de marge de manœuvre. Le président Martelly s'en va alors qu'il a encore plusieurs admirateurs au pays. Qui admire-t-on dans ce contexte, l'homme politique ou l'artiste?
Je pense que justement, c'est l'effet boomerang aujourd'hui. Il a bénéficié, il a profité évidemment de sa stature, de sa posture, son envergure de chanteur. C'est ça qui a fait campagne pour lui. Il a profité de l'image, de la sympathie qu'il avait. Sauf que cela ne marche pas toujours. À un moment donné, on oublie le chanteur, on veut évaluer l'homme politique, le président. Et c'est très difficile, vous savez, ce n'est pas comme quand on va à un concert où on chante, il y a des gens qui crient. Non, la politique, c'est du vrai, c'est du patent, c'est améliorer les conditions de vie des populations. La politique, c'est quoi? C'est qu'après la crise de 2011, il faut qu'on puisse reloger plus de 75 000 habitants qui n'ont pas d'abri. Et cela, la chanson n'y peut rien. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de Michel Martelly en tant que chanteur, on parle de lui en tant qu'homme politique. Et en tant qu'homme politique, franchement, il n'a pas pu, notamment, apporter des solutions aux problèmes des Haïtiens. La situation en Haïti reste donc en veille. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans notre prochaine édition. Mais entre-temps, on va aux États-Unis, où le président des États-Unis a justement promulgué une loi adoptée par le Congrès. Cette loi vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique. La loi avait été adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants après le Sénat. Adoption de la loi Électrifier l'Afrique par le Congrès américain. Un acte historique. Électrifier l'Afrique est le projet de loi historique voté par le Congrès américain mardi 2 février 2016. Appuyé par les leaders du secteur privé africain tels que le Nigérian Tony Elumelu, ce texte a été adopté par le Sénat américain et par la Chambre des représentants des États-Unis. Ce projet vise à l'accès à l'électricité pour 50 millions de personnes en Afrique d'ici 2020. Tout d'abord, nous devons comprendre le contexte. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le coût de l'électricité est plus élevé en Afrique, voire 10 fois plus qu'aux États-Unis. C'est pour cette raison que nous devons améliorer les opportunités de business. Si l'Afrique veut devenir un leader commercial dans les prochaines années, on ne peut pas le faire sans partenaires. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je pense que nous devons tous user de notre influence afin de nous assurer que cette bonne initiative du gouvernement Obama se réalise. Le projet de loi Électrifier l'Afrique est un acte historique dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. À travers ce texte, le président des États-Unis, Barack Obama, est autorisé à élaborer une stratégie sur plusieurs années afin d'aider les pays d'Afrique subsaharienne dans leur stratégie nationale d'électricité, y compris dans les sources d'énergie renouvelables. Nous sommes heureux en tant qu'Africains de cette initiative. Nous qui faisons partie du secteur privé, encourageons les leaders à franchir le pas afin de s'assurer que l'environnement soit propice. Le secteur privé doit également investir davantage afin que tous ensemble, le gouvernement américain et le secteur privé américain et africain, nous puissions améliorer de façon drastique l'accès à l'électricité sur le continent. Le secteur privé américain et le gouvernement américain ont sensibilisé près de 120 partenaires des secteurs publics et privés et ont mobilisé 43 milliards de dollars. Ce financement devrait permettre de créer 60 millions de nouveaux raccordements à l'électricité en utilisant diverses solutions énergétiques. Alors, Ghislain, quel commentaire peut-on faire autour de ce texte? Je pense qu'il s'agit d'une loi qui vise à améliorer le plan Power Africa, auquel les États-Unis participent déjà à 7 milliards de dollars, je crois. Et il s'agit justement d'inciter le secteur privé et les organisations internationales à investir suffisamment dans l'électricité sur le continent africain. Donc c'est une loi véritablement qui vient aider le continent. On sait très bien que le continent, pour évoluer, il faut véritablement une énergie électrique. Par exemple, on fait part de ce que 70% par exemple, de population africaine n'ont pas d'électricité et que justement il en faut suffisamment pour l'industrialisation du continent africain. Donc les États-Unis, en fait, à travers cette loi, veulent inciter notamment le secteur privé à orienter, par exemple, pour ce qui est des banques, les prêts et les garanties pour les investissements privés sur le continent africain. Et c'est une promesse qu'a fait le président Barack Obama quand il était en visite, je crois, au Kenya en juillet dernier. La volonté, l'objectif ici est de créer une capacité de production d'énergie propre à hauteur de 30 000 MW sur le continent africain. Et je pense que les pays africains doivent aussi prendre cette situation pour y participer, travailler suffisamment pour que l'Afrique, finalement,
puisse arriver à maîtriser justement ce secteur qui aujourd'hui échappe encore au continent, celui de l'électrification. On se souvient encore du Nigeria avec la volonté de Dangote de créer une entreprise qui va transformer les tomates. Et vous avez évoqué vous-même le problème de l'électricité. Donc vous voyez que c'est un problème crucial qui touche tout le continent. Il faut véritablement saluer cette initiative du président américain qui ne débloque pas de fonds, mais qui incite davantage à orienter les prêts et les garanties vers le secteur privé pour ceux qui veulent notamment investir sur l'électricité sur le continent africain, parce qu'on pense qu'il y a 600 millions d'habitants du continent africain qui souffrent de ce problème d'électricité. Vous avez fait le tour de la question. Maintenant, cette nouvelle forme de coopération entre l'Afrique et les États-Unis pourrait-elle déstabiliser la politique d'investissement promue jusqu'ici par l'Occident dans cette partie du continent? Non, je pense qu'il faut plutôt prendre cela comme un partenariat. Les partenariats sont divers. Un partenariat qui pourrait bousculer beaucoup d'autres aussi. Hein? C'est l'idée. C'est intéressant de savoir que le continent africain est un continent où la concurrence se fait sentir parce que c'est un continent riche. Vous avez la Chine également qui fait beaucoup d'affaires sur le continent, qui construit des barrages, des stades. Vous avez l'Occident qui vient, vous avez les États-Unis. Donc c'est logique, c'est normal, quitte à l'Afrique maintenant d'en tirer profit. Parce que si l'Afrique est une destination prisée, c'est parce que l'Afrique regorge de ressources, c'est quand même un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, c'est à l'Afrique de tirer véritablement profit, notamment pour ce qui est de la loi qui a été promulguée par le président Obama, qui, qu'on le veuille ou non, veut aussi sortir par la grande porte et surtout léguer quelque chose au continent africain. Et c'est véritablement une très belle initiative. On aura aussi profité de la présence de Barack Obama à la Maison-Blanche, puisque c'est l'une des promesses qu'il a faites à l'Afrique quand il était dernièrement en tournée sur le continent. Certainement que nous aurons le temps d'observer encore la réalisation de ce projet concrètement. Alors, départ, éviction, retour en grâce, l'Élysée, sur proposition du Premier ministre, a dévoilé jeudi 11 février le nouveau visage du gouvernement. Le nouveau gouvernement Valls, c'est 18 ministres, 20 secrétaires d'État, 2 revenants, Hérault et Bailey, 8 nouveaux placés, Pompili, Cosmédé, Geoffrey, Grelier et beaucoup d'autres. François Hollande ne prépare-t-il pas là son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2017? Mais évidemment que ce qu'il fait, il n'a plus que 15 mois pour obliger un nouveau mandat. On sait très bien que ce remaniement Valls 3, c'est dans l'optique notamment de ratisser large. D'ailleurs, il a pu séduire le parti des Verts avec Emmanuel Cossé qui rentre dans le gouvernement, qui prend le ministère du logement finalement. Donc il a un peu pris et les Verts et les radicaux de gauche pour essayer d'élargir un peu à partir de la base. Mais ce qu'on remarque également, c'est qu'il n'y a pas de poids lourd qui entre au gouvernement. François Hollande est véritablement en campagne, c'est normal. D'ailleurs, quand vous regardez par exemple au niveau, parce que quand on parle de la lutte contre le chômage par exemple, oui, il vire 4 ministres qui vont, il y a 6 nouveaux ministres, il y a 6 qui viennent. Donc vous voyez quand 4 par 6 vient, vous comprenez quand même que c'est pas la lutte contre le chômage, puisqu'il y a 6 nouveaux ministres. En réalité, il y a 4 qui rentrent, il y a 10 qui arrivent. Donc le ratio, c'est qu'il y a 6 ministres de plus et il lutte contre le chômage. Ce n'est pas cohérent déjà. Et puisqu'il a accentué sa trilogie, la sécurité des Français avec l'environnement, Daesh, l'État islamique, avec les bombes partout, ce qui se passe. Deuxième élément, il a parlé de la lutte contre le chômage, qui est véritablement son cheval de bataille. Sauf que sur cette question de lutte contre le chômage, si on vit 4, on fait venir 10, il y a 6, ce sont les ministres qu'il faut nourrir, qu'il faut payer. Ce n'est pas donc très cohérent. Le troisième aspect, c'est l'environnement. Vous savez très bien que la France a été au cœur de la COP 21, avec notamment les limitations des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà la trilogie qui, selon François Hollande, va animer ce gouvernement Valls 3. Alors, éviction surprise pour Fleur Pellerin, départ plus ou moins attendu pour Laurent Fabius, Sylvia Pinel et Marlise Lebranchu. Quelle est donc la mission de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement? Justement, beaucoup de gens ne voient pas très bien la différence entre ce gouvernement Valls 3 et Valls 2. C'est un peu comme si on vire certains, on essaie de recalibrer. Beaucoup de gens parlent d'un petit bricolage que vient de faire le président Hollande. Mais lui seul sait très bien pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'évidemment, il veut préparer l'élection en 2017. Et vous avez évoqué le ministre
ministre des Affaires étrangères qui a été limogé, Laurent Fabius, remplacé par Jean-Marc Ayrault, l'ex-premier ministre qui revient. Ok, vous avez également le ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, qui est licencié, qui a démis de ses fonctions. Et quand vous regardez très bien, vous comprenez que François Hollande, en réalité, puisque faut aussi noter que Fabius est pressenti pour être président du Conseil constitutionnel de France. Donc Fabius, c'est un ami, un allié, on ne peut pas le botter en touche n'importe comment. Donc il sera promu à ce poste-là. Donc vous comprenez très bien qu'il n'y a pas de ligne forte. En dehors, par exemple, des Verts qui entrent au gouvernement avec Emmanuel Cossé, il n'y a pas véritablement une grosse nouvelle, une entrée fracassante, une ligne qui pourrait amener à dire que François Hollande veut véritablement rompre avec ce qui se passe aujourd'hui. On va rester dans la pensée de François Hollande qui dit que la mission de ce gouvernement, c'est un gouvernement qui doit agir, réformer, avancer. Tout autre chose sur le plateau d'international aujourd'hui, sport, football, le Sud-Africain Tokyo Sexwale se retire de la succession de Sepp Blatter après la décision de la CAF de soutenir plutôt un non-africain. L'élection du nouveau président de la FIFA, prévue le 26 février prochain, va mettre aux prises 4 candidats et non plus 5 comme initialement annoncé. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé de soutenir le candidat Sheikh Salman pour l'élection du président de la FIFA. Conformément aux dispositions de notre agenda, le comité exécutif a décidé que la CAF apportera son soutien total à Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa comme candidat à la présidence de la FIFA. Cette décision est un revers pour les autres candidats qui avaient multiplié des initiatives ces dernières semaines pour obtenir des voix africaines. Avec 54 associations membres, la CAF possède le plus important réservoir de voix pour l'élection prévue le 26 février prochain. Des voix qui seront décisives au moment du scrutin. La décision de la CAF a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux où elle était déjà attendue. Alors, y a-t-il plus d'intérêt pour la CAF de soutenir la candidature asiatique ? Je pense que oui, si la CAF veut soutenir la candidature du Sheikh Salman, c'est parce que la CAF estime qu'elle aura beaucoup d'intérêt derrière tout cela. Et aussi, la CAF mise sur l'expérience de celui-là. Il est quand même vice-président de la présidence de la FIFA, il est président de la Confédération asiatique de football. Il a quand même challengé Sepp Blatter en 2000 par le passé. Et donc, on estime qu'il est mieux placé aujourd'hui. La question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce que la CAF ne donne pas sa voix aux candidats africains? C'est pas parce que vous africains qu'automatiquement va vous suivre. Il y a quand même les intérêts de la CAF qui sont là. Maintenant, la CAF donne juste une ligne. Il revient à chaque fédération. Chaque fédération peut décider par elle-même de voter pour Tokyo Sexwale, ce qui, ma foi, ne va pas se faire. Parce que 54 voix déjà pour le Sheikh Salman, avec tout ce qu'il a au niveau de la Confédération asiatique. On espère qu'il est véritablement le super favori devant Gianni Infantino et Jérôme Champagne, ou alors le prince Hussein. Au-delà de la décision de la CAF, on peut aussi attribuer ce retrait à la timidité observée autour de la campagne de Tokyo Sexwale, puisque l'Afrique du Sud même n'est pas déjà partante. Bien évidemment, ça fait partie des éléments qui ont amené la CAF justement à ne pas voter pour lui. Mais il faut comprendre également qu'il s'agit d'une affaire politique. Même s'il avait fait n'importe quoi, la CAF n'aurait pas donné sa voix à Tokyo Sexwale, puisque déjà, quand on regarde le parcours de l'homme, il n'est pas quelqu'un qui est ancré dans la gestion du football. Et de ce point de vue, on voyait très mal. D'ailleurs, je l'ai dit une fois ici qu'il était l'un des rares candidats. On savait très bien qu'il ne pouvait pas prospérer. Et voilà qu'il a compris et qu'il s'est retiré. Même s'il faut aussi voir dans quelle façon il a quand même été un peu botté la touche par la CAF. Il n'y a pas eu de pression sur lui, par exemple? Je ne pense pas. Je pense qu'il est venu, il savait qu'il ne pouvait pas prospérer. Il a quand même marqué l'histoire, marqué les esprits. Et on espère qu'il travaillera suffisamment pour une prochaine candidature. Pourquoi pas? Parce que depuis 2002, quand même, Kissayatou a voulu être président, a été battu par le président Sepp Blatter démissionné en 2015. Personne n'a pu arriver à prendre la présidence, aucun Africain. Donc on peut comprendre la logique qui prévaut. Alors, Ghislain, on va mettre un terme à cette émission. On se donne rendez-vous peut-être à une autre sortie. Et entre-temps, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, Ghislain. Merci et avec le même plaisir. Restez donc sur CAMnews 24, nos programmes se poursuivent.